Chers amoureux de l'environnement, bonjour. Vous êtes dans Midi Vert, merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur un constat que nous faisons avec amertume. Dans nos villes, nos quartiers, non loin de nos maisons, se créent des dépotoirs sauvages qui résultent des activités de l'homme. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Quelles sont les conséquences sur notre quotidien et notre environnement? Que faut-il faire pour résoudre ce problème? Pour essayer de trouver des réponses à toutes ces inquiétudes, je reçois M. Bema Gado. Il est le fondateur de Green Industry Plast Togo, une start-up qui est dans le recyclage des déchets plastiques. Il est également le promoteur de l'ONG STAD. Mon deuxième invité, il s'appelle Olam Foley, beaucoup plus connu sous le nom de Olam Lord. Il est consultant en marketing et communication. Alors, chers téléspectateurs, laissez-moi vous dévoiler quelque chose. Il est aussi le promoteur de Africa Culture. On va en parler tout à l'heure. Mais en attendant, intéressons-nous au thème du jour qui est les dépotoirs sauvages. Comment y remédier juste après cette vidéo. Alors, bonjour à M. Bema, bonjour à Olam, bienvenue dans Midi Vert. Bonjour Léonce. Comment est-ce que vous allez? Bien Léonce, ça va. Bonjour. Ça va, bonjour. Non mais attends, qu'est-ce que... Alors vous avez l'air tout apprêté et tout, j'aime ça. J'aime quand un homme est élégant dans ce qu'il porte et tout, j'aime ça. Merci, merci. D'accord, pas de quoi. Merci pour les compliments. Merci, c'est gentil. Bisous. Bon, je reçois. Alors, je le disais tantôt, nous allons nous intéresser aux dépotoirs sauvages. Dites-moi, Monsieur Bema, qu'est-ce qu'un dépotoir sauvage? Oui, merci Léonce. Merci de t'intéresser à ce sujet important qui est une question de santé publique. Et donc, nous allons en venir dans les conséquences Exactement. de ce que les déchets, les dépotoirs sauvages peuvent engendrer dans l'environnement. Alors, un dépotoir sauvage, c'est quoi? C'est un immondice d'ordures qui est entreposé dans un espace public, mais qui ne bénéficie pas des conditions légales de sa mise en place. Donc, qui ne bénéficie pas d'une sécurité adéquate et qui n'a pas eu des autorisations officielles d'être créé. Et donc, c'est une décharge spontanée qui est née au sein de la population, donc créée par les populations environnantes ou des individus lambda, donc qui créent cette décharge-là pour des raisons particulières. Et ces raisons-là, certainement, on va y en venir. Et donc, pour que cette décharge, normalement, soit classée dans des décharges autorisées, il faudrait qu'elle ait d'abord le quitus d'une autorité administrative. Donc, particulièrement les mairies qui peuvent délimiter un site sur lequel il faut décharger les déchets. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le dépotoir sauvage. Alors, et donc, exactement, vous venez de le dire, on va parler des raisons parce que c'est un sujet très préoccupant parce que ça pollue notre environnement, ça pollue tout ce qu'il y a aux alentours. Et donc, on se demande aujourd'hui comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, pourquoi on en est arrivé là? Je pense qu'il y a pour moi 3 raisons principales pour lesquelles les décharges sauvages se créent.
La première raison, c'est une responsabilité administrative de l'État. Exactement. Parce que la gestion des déchets, la Constitution a conféré la gestion des déchets à l'État, qui les délègue à des collectivités territoriales. Et donc, pour que les déchets n'existent pas sur le territoire, il faut des infrastructures d'assainissement et il faut des mécanismes de collecte ou des stratégies de collecte des déchets appropriés pour éviter que les déchets se retrouvent dans l'environnement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'ignorance de la population. L'ignorance de la population, l'inconscience de la population, qui, malgré que peut-être les structures d'assainissement ou les infrastructures d'assainissement existent, malgré que les structures de collecte des déchets existent, peuvent refuser délibérément de s'abonner au service de collecte des déchets et vouloir l'en créer parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes ou les redevances d'enlèvement, de ramassage des ordures. Et donc, ils peuvent aller rejeter ces déchets-là sur les espaces autorisés, non autorisés, sur les espaces publics, les espaces non bâtis, ou sur des routes, lorsqu'ils constatent qu'il y a des petits rebonds sur les routes ou les zones crevasses. Ils peuvent aller déverser ces déchets-là ou mettre même ces déchets dans les caniveaux. Ça, c'est de l'ignorance. Et c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est l'éducation. Donc, ça, c'est le plus important. Et ça, c'est le plus important. La raison la plus fondamentale. Parce que lorsque les populations ne sont pas bien formées, ne sont pas bien renseignées, ne sont pas bien éduquées, ils vont créer du désordre. Et c'est ce désordre-là que nous constatons le plus souvent. Par exemple, une ville comme Lomé, où naturellement les déchets sont pris en charge par les collectivités territoriales, parce qu'il y a une bonne structuration de gestion des déchets à Lomé, avec un centre d'enfouissement technique qui est mis en place et avec un budget que l'État alloue chaque année à deux structures importantes, notamment le district autonome du Grand Lomé et la NASAP, qui prennent en charge les déchets de tout le Grand Lomé. Avec une organisation au sein des 13 communes qui sont créées par la décentralisation. Et donc, vous allez constater que les dépotoirs sauvages persistent dans ce Grand Lomé. Mais pourquoi les dépotoirs sauvages persistent alors que l'État débourse plus de 4 milliards pour la gestion des déchets chaque année? Donc, c'est les questions qu'il faut se poser et c'est une question éducationnelle. Et la toute première expérience que j'ai faite pour constater que la question de l'éducation est très profonde au Togo, c'est que je suis un acteur de développement, j'ai une ONG qui mène beaucoup d'activités de sensibilisation, d'éducation, d'installation des poubelles, aussi bien dans les écoles que sur les espaces publics. Et en 2018, nous avons expérimenté un projet sur la mise en place des poubelles sur le long de la plage. On a mis les poubelles depuis la cour des Grands jusqu'à Ecobank. Juste après le projet de la NASAP, puisque la NASAP aussi avait mis des poubelles dans la ville de Lomé. Et ça n'a pas marché. Et nous avons répété ce projet. Les gens les ignoraient tout le temps. Bien sûr, mais nous avons même allé jusqu'à voler les poubelles. Nous avons répété ce projet et je vous rassure que le lendemain qu'on a placé les poubelles, le lendemain nous sommes arrivés, il y a 2 supports qui ont été déjà arrachés, où on a enlevé les poubelles pour déposer au sol et on a arraché les supports qui sont en fer pour aller vendre dans les gagoubouibli. Deuxièmement, 2 semaines après l'installation des poubelles, nous avons réalisé des sensibilisations au préalable avant l'installation. Et après l'installation, nous avons répété les sensibilisations. Et 2 semaines après, nous sommes retournés pour constater
ce qui se passait, vous pouvez vous imaginer qu'il y avait certaines poubelles vides. Qui ont encore disparu. Non, il y a des poubelles qui sont vides, mais les déchets sont au sol. Et donc, on a créé des niches de dépotoirs sauvages au niveau de chaque type de poubelle. Et quand vous regardez le contenant, vous constatez que les poubelles sont vides ou à moitié vides, mais par contre, vous avez les dépotoirs en dessous. Donc, vous pouvez constater que ce n'est pas vraiment un problème d'infrastructure, mais également une question d'éducation. Et j'ai répété le même projet en 2020, où j'ai mis en place dans la commune du Golfe 3 un projet où j'appelle « Je fais ma part pour ma ville ». Et « Je fais ma part pour ma ville » avait permis d'équiper chaque axe routier de la commune du Golfe 3, les carrefours, les entrées de l'université, au GTA, tout ça. Les grands coins de Lomé. On a mis 3 types de poubelles à chaque endroit avec un message sur un panneau de communication qui invitait les gens à faire le tri sélectif des déchets et on devrait accompagner le projet. On a fait des sensibilisations tout autour. Je vous dis, c'est des dépotoirs qu'on a créés en mettant en place des poubelles. La commune était fatiguée, elle est venue ramasser toutes les poubelles et elle a ramené à la maison. Donc voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Le problème central, c'est l'éducation. Mais les 3 raisons que j'ai évoquées sont des raisons essentielles pour faire fonctionner le système de gestion des déchets. Comme le dirait quelqu'un, le mal est très profond. Alors, dis-moi, Olam, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, bien évidemment, à part les raisons que M. Bema vient de donner, alors est-ce que tu as d'autres raisons qui peuvent pousser, tu connais d'autres raisons qui peuvent pousser les citoyens, les habitants à créer des dépotoirs sauvages? Bon, je pense que monsieur a fait le tour, parce que le plus grand problème, comme il dit, c'est un problème de sensibilisation. On n'est pas assez conscient des conséquences néfastes du fait de vivre juste à côté d'un dépotoir, voilà, de tout ce qui est ordure. Si on laisse les sachets sur les grandes routes, ça peut rentrer dans les rayons d'une moto, d'un vélo, la personne peut tomber, ça cause des accidents, c'est tout un tas de trucs. Mais est-ce qu'on est assez conscient? Que nous ignorons. Exactement. Est-ce qu'on est assez conscient de ça? Je ne pense pas. Donc c'est un problème de sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et je pense qu'on ne le fera jamais assez, vu tout ce que monsieur a dit. On ne le fera jamais assez. Mais il faut quand même continuer par sensibiliser, rentrer dans des écoles, aller voir les enfants, les sensibiliser, sensibiliser dans des maisons pour qu'au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, ces enfants grandissent avec les bonnes manières, voilà, les bons gestes qui vont avec, pour un environnement plus vert, plus sain. Alors, on a comme l'impression que même si on fait cette sensibilisation-là, c'est comme si on les incite à encore empirer ce qui est en train de se passer. Alors que ça a beaucoup de conséquences sur notre environnement, ça a beaucoup de conséquences sur nous-mêmes, surtout côté santé. Et surtout aussi qu'on parle tout ce temps de réchauffement climatique. On sait tous que les sachets plastiques, c'est les plus grands pollueurs de l'environnement. Et donc, que pensez-vous des conséquences, les conséquences que ça peut avoir sur tout un chacun de nous, sur la population, les citoyens? Parce que les déchets, autant pour moi, les dépotoirs sauvages, c'est pour tout le monde. Même si c'est d'autres, on se dit que c'est d'autres qui créent ça, c'est pour nous tous. L'environnement, c'est pour nous tous. Oui, je pense que tu as souligné tout à l'heure. En fait, le fait que ces dépotoirs sauvages se créent, ce qui est, comment on appelle, c'est un site de dépôt de déchets qui ne respecte pas les normes environnementales. Ça ne respecte rien du tout. Ça crée d'autres maladies, comme tu disais, enfin surtout sur le plan santé. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut forcément passer par la sensibilisation. Si aujourd'hui on commence par les enfants, moi je me dis, bon ça c'est moi mon point de vue, parce que le monsieur l'a souligné, ils ont fait en 2018, en 2020. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Mais si on se concentre beaucoup plus sur les jeunes, les enfants aujourd'hui, parce que je suis rentré dans des écoles, j'ai vraiment vu les poubelles, je pense qu'il y a 2, 3, voire 3 types de poubelles. Ça c'est... Les plastiques, il y a les plastiques à part, il y a les papiers à part, pour permettre le recyclage.
Et j'ai vu aujourd'hui, on prend ces plastiques, on crée, on peut faire des tables avec. On fait des meubles. On fait des meubles. Il y a l'association du monsieur qui fait des cannes avec, qui fait des cannes avec, et puis d'autres choses encore. Oui, des cannes de marche pour les personnes handicapées. Oui, oui. Et c'est solide? Bien sûr. Très très solide d'ailleurs. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il faut sensibiliser sur ce plan-là pour que tout le monde puisse se dire ah non, si en respectant l'environnement, en triant mes déchets, je participe voilà, si je peux dire ça comme ça, c'est que à la protection de l'environnement. De l'environnement, et aussi je permets à un monsieur qui est souffrant, ou à mon grand-père, ou même à moi d'ici 50 ans, 70 ans. 80, c'est trop. Non, mais ça dépend de là. Si tu as 5 ans, c'est que... voilà quoi. Non, on parlait particulièrement de toi. Non, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on commence par nos enfants. Ouais. Ah, ok. À les éduquer, à les sensibiliser sur le fait que, ok, en triant nos déchets. Comme ça, l'enfant, il rentre à la maison, il dit, papa, non, mais il ne faut pas que tu jettes les ordures dehors. Non, maman, on ne va pas jeter les ordures dehors. Il faut qu'on trie, il faut qu'on ait 2 poubelles, il faut qu'on ait 3 poubelles. Voilà. Et les enfants de maintenant, ils sont tellement smart, ils sont tellement intelligents. Exactement. Ils peuvent dire certaines choses à leurs parents, ils se retrouvent étonnés. Et je pense que c'est une très bonne idée que tu viens de donner là. Non, je vais peut-être aborder cet aspect avant de venir même aux conséquences dont tu as évoquées sur les décharges sauvages. Exactement. Alors, la question d'éducation, comme je l'ai évoqué au début, c'est essentiel dans tous les secteurs d'activité, pas seulement sur la question de l'environnement, sur la question... Si vous voulez avoir une population responsable, si vous voulez véritablement développer votre pays, éduquer la base. Vous devez faire un effort pour construire, n'est-ce pas, des modules de formation qui sont destinés au développement. Exactement. Pas des histoires à dormir debout, qui a colonisé le pays, qui a fait ça. Exactement. Et ça, c'est important, c'est un point important. Oui, je pense qu'il faut travailler pour une culture générale, mais là, c'est très important. Je pense qu'il faut faire l'éducation. Exactement. Et il faut travailler sur les curricula de formation. Et même les formations, les formateurs des formateurs, c'est-à-dire les enseignants doivent être recyclés. Recyclés. Ah, ça? Absolument. Pour pouvoir doter des enseignements de qualité à la génération qu'on veut former pour devenir quelqu'un demain. Exactement. On ne peut pas faire quelque chose sans passer par l'éducation. Non, c'est pas possible. Et donc, lorsque j'ai fait cette expérience en 2017 et que j'ai constaté que le problème était profond, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas changer les curricula de formation, mais j'ai décidé de rentrer dans les écoles pour implémenter un programme éducatif. Voilà. Nous avons conçu le programme éducatif, on a pris 5 écoles. Mais les 5 premières écoles que nous avons pris, je vous rassure qu'actuellement j'ai 2 jeunes qui ont été formés en 2017, qui sont aujourd'hui mes employés, qui travaillent au sein de la société sur les questions environnementales. Voilà, ils sont en train de prendre la relève. Un qui est le formateur des élèves dans les différentes écoles sur notre projet d'éducation à l'environnement, et il y a l'autre qui a développé d'autres compétences complémentaires, notamment le community manager, et c'est lui qui tient notre communication aujourd'hui et qui fait une communication extraordinaire de sensibilisation qui engage la communauté, qui crée des discussions avec les populations. Et donc c'est ça. Il faut passer par cette éducation. Lorsque nous avons fait le programme en 2 ans, il y a des mères de familles qui sont venues dans notre siège pour nous parler de comment les enfants les amènent à gérer les déchets dans les maisons. Et les enfants qu'on appelle de l'école primaire d'Assieye, on a formé ces enfants-là qui sont allés implémenter des choses à la maison. C'était extraordinaire. Monsieur, vous savez, les parents d'élèves sont venus. Aujourd'hui, nous avons créé des manuels éducatifs. Des manuels éducatifs que nous avons fait valider par le ministère de l'Environnement. 2 manuels qui permettent aux enfants de pouvoir apprendre
les pratiques de gestion des déchets dans les écoles. Et aujourd'hui, nous occupons 300 écoles dans lesquelles nous faisons de l'intervention. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut que le gouvernement puisse récupérer ce programme-là et mettre en place véritablement un programme qui va être implémenté dans toutes les écoles, l'éducation nationale. Du primaire jusqu'au secondaire. Tous les enfants doivent être initiés aux pratiques environnementales. Le Ghana l'a fait. Aujourd'hui, c'est des enfants. Ça marche bien. Ça marche. C'est des enfants qui interpellent. L'Europe, vous ne pouvez pas aller en Europe, manger, finir, rejeter. Non, c'est pas possible. Parce que les gens ont été éduqués autrement. Nous sommes ici, nous sommes des acteurs de recyclage, mais les nationaux, je n'ai jamais eu un appel d'un national qui m'appelle que voilà, j'ai fait le tri des déchets chez moi, je ne sais pas où est-ce qu'il faut mettre, il faut m'appeler. Non, ils ne vont pas le faire. C'est les étrangers qui habitent au pays là, qui ne veulent pas jeter leurs déchets. Ils essayent de faire les déchets et parfois ils prennent ça dans leur véhicule pour nous amener, pour nous donner gratuitement. Parce qu'ils estiment que ces déchets doivent être valorisés. C'est une question d'éducation. Ça continue comme ça. On espère que ces étrangers-là vont impacter nos citoyens, notre population, afin que ça puisse aller de mieux en mieux. Oui, mais ils vont impacter combien de personnes? Si nous-mêmes nous ne prenons pas la mesure des choses pour pouvoir impliquer cela dans les écoles. Ça n'a pas de sens. Et pour revenir sur les questions de conséquences que tu as énumérées tout à l'heure, je vais te donner des conséquences sur 4 éléments essentiels. 4 éléments. Le premier élément, c'est la conséquence financière. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la ville de Lomé, où l'État dépense 4 milliards pour la gestion des déchets, 3 milliards pour la collecte, et 1 milliard pour l'enfouissement. Ces 4 milliards-là, vous savez combien d'écoles ça construit? Alors, voilà. Ça, un bâtiment d'école complet, vous avez autour de 22 millions. Alors, quand vous faites la projection, vous prenez 4 milliards, vous faites la projection, vous voyez combien d'écoles on pouvait construire par an, vous voyez combien de forages on pouvait construire par an, vous voyez combien d'hôpitaux on pourrait construire par an, les services sociaux de base que l'État pouvait mettre en place pour pouvoir servir la population. Exactement. Donc ça, c'est la conséquence financière. Mais les 4 millions là, les 4 milliards là, ça c'est juste pour les décharges autorisées. Il n'y a pas les dépotoirs dont nous parlons là-dedans. Autorisés. Les dépotoirs sauvages là sont détruits par les communes qui déboursent de l'argent et parfois qui utilisent, c'est-à-dire qui utilisent les volontaires d'engagement citoyen qui sont affectés par l'ANVT pour nettoyer ces dépotoirs sauvages. Alors justement, quand ils nettoient ces dépotoirs sauvages, là, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que d'abord la commune va déterminer les dépotoirs sauvages dans sa commune. C'est ce qu'on appelle les points noirs, n'est-ce pas? Alors ces points noirs vont être les points noirs vont identifier, maintenant vont faire objet de plans d'enlèvement, n'est-ce pas? Et donc on va mobiliser les jeunes, peut-être les jeunes qui sont affectés par le volontariat, donc les volontaires d'engagement citoyen, soit par les comités de développement de quartier qui vont être mobilisés, donc, et ils vont mobiliser les jeunes qui vont faire le travail, qui vont être payés journalièrement sur le travail de déstockage ou de dégagement de la décharge qui a été mise en place. Il faut mobiliser les moyens logistiques, notamment qu'on appelle-t-on les mototricycles, les camionnettes, etc. qui vont venir collecter ces déchets-là. Parfois, il faut chercher des chargeurs, c'est-à-dire que des tracteurs chargeurs qui vont venir charger charger et remuer les ordures, les charger dans les véhicules et tout. Tout ça, ce sont des moyens que l'État engage pour pouvoir gérer ces déchets-là. Donc les conséquences financières sont importantes. Maintenant, sur le plan santé, comme mon collègue le disait tout à l'heure, la santé est suffisamment impactée. Vous savez, ce qui nous crée beaucoup plus de problèmes de santé, le paludisme, les maladies diarrhéiques, etc. Justement, c'est les dépotoirs. C'est les déchets. C'est des déchets mal gérés qui
crée des insectes nuisibles qui rentrent à la maison, les moustiques, les mouches, etc., voilà. Et qui viennent impacter suffisamment la santé, surtout des enfants et des femmes, qui sont les plus sensibles. Et ensuite, l'autre conséquence, c'est la conséquence environnementale. Vous avez parlé tout à l'heure des changements climatiques. Généralement, les décharges sauvages, ils sont beaucoup plus impactés par les feux. Voilà, les feux. On vient incinérer les ordures n'importe comment pour que ça diminue, pour qu'on vienne encore en mettre là-dessus. Les jeunes qui circulent dessus, qui veulent récupérer les ferrailles, qui veulent récupérer les boîtes de conserve, etc. Et ces jeunes-là, ils vont venir mettre le feu au dépotoir afin que tout ce qui est plastique, tout ce qui est organique puisse brûler. Et souvent, ils sont même blessés. Laisser place à des ferrailles qu'ils vont aller collecter. Donc, chaque fois, ces dépotoirs-là sont en feu. Et donc, la conséquence importante environnementale est existante. Et donc, voilà. Maintenant, la quatrième conséquence, c'est l'assainissement de la ville. L'enlaidissement du paysage urbain. Aucun investisseur ne peut venir dans un environnement suffisamment pollué. Quand vous faites juste une image aérienne, vous constatez à peu près toutes les décharges qu'on appelle les points noirs qui affleurent partout. Mais qui peut venir vivre dans cet environnement-là? Les touristes ne viendront pas, les investisseurs privés ne viendront pas, et puis le pays ne va pas bénéficier des revenus. Et il est conseillé de vivre dans un environnement sain. Alors, donc, vous voyez tous ces facteurs-là qui sont des conséquences importantes dans ce que nous disons. Donc, c'est essentiel de prendre soin de la gestion des déchets. Je vais demander à Olam, alors dis-moi, à part tout ce que tu viens de nous dire, la sensibilisation, l'éducation à la base et tout ça là, que penses-tu que la population puisse faire pour qu'on évite à l'avenir que les dépotoirs sauvages ne se multiplient? Je pense que la population devait être beaucoup plus responsable. Quand on dit être responsable, c'est que tu poses le pour et le contre toi-même, tu vois les conséquences déjà à l'avenir. Donc, bon voilà, participer au programme de recyclage. On essaie déjà de trier les déchets à la maison. Enfin, c'est que tu te dis, ok, voici les déchets qui sont recyclables. Donc, tu prends déjà attache avec les ONG qui sont dans ta zone, dans ta communauté. Soit vous vous organisez. Ou carrément avec la mairie. Ou avec la mairie, voilà. C'est que vous ramassez déjà ces ordures-là et quelqu'un les convoie vers ces ONG-là. Donc, je pense, pour moi, ça passe déjà par ces deux points. Où la population est beaucoup plus responsable. Je dis, bon d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour assainir déjà notre maison, ça commence par là. Notre quartier, notre communauté ou notre ville, en tout cas, ça commence déjà par la maison. De toutes les façons, on dit la bonne éducation vient de la maison. Donc. Exactement. Donc c'est ce que moi je pense, mais je pense que mon second aura beaucoup plus de points à aborder sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors justement, je parlais des responsabilités des populations dans le fait d'éviter à l'avenir la prolifération des dépotoirs sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ce n'est pas seulement une question de responsabilité de la population, c'est une responsabilité partagée. Oui, justement, j'allais y revenir. Bien sûr, une responsabilité partagée. Qu'est-ce que d'abord l'État doit faire et ensuite, qu'est-ce que la population est censée faire? Moi, je pense plutôt que ça doit commencer par la population et ensuite, on va exhorter l'État à accompagner la population. Non, plutôt c'est le contraire. Je viens de te dire tout à l'heure, au départ de l'émission, que la responsabilité régalienne de la gestion des déchets incombe à l'État. C'est le premier garant de la gestion des déchets. C'est le premier garant de la santé publique de la population. Et donc, nous sommes beaucoup plus concernés. Bien sûr, la population est concernée. C'est pour ça que je parle du partage de responsabilités. Mais celui-là qui a le plus de responsabilités, c'est l'État. À travers les collectivités territoriales, notamment la préfecture, la mairie, etc. Et donc, qu'est-ce que l'État doit faire premièrement? Parce que c'est l'État qui définit le modèle de gestion des déchets. Comment je compte gérer mes déchets? Est-ce que je fais une gestion en régie, notamment
la collecte directe pour envoyer à la décharge sauvage, ou bien je fais une collecte où j'ai des centres de transfert, n'est-ce pas, où on envoie les déchets, on fait les tri avant de convoyer le reste sur les décharges sauvages. Et comment je crée les infrastructures qui permettent de mieux gérer les déchets au sein de la population. Donc, ça passe par la création du modèle, des infrastructures, la création du modèle de gestion. Et cette création du modèle de gestion va permettre de mettre en place les infrastructures adaptées. Et lorsque les infrastructures adaptées sont mises en place, on informe la population. Voilà comment la gestion des déchets doit être organisée sur mon territoire. Et voici comment vous devez vous enregistrer. Donc, qui va se charger de la gestion de ces déchets-là et comment vous devez vous comporter vis-à-vis de l'opérateur qui va se charger de ça. Donc, l'autorité administrative et collective va informer la population sur le modèle qu'il a inscrit et les différents sites dans lesquels je pense même qu'il faut aller sur les sanctions. Voilà. Parce que si vous n'avez pas mis en place les conditions idéales, vous ne pouvez pas fonctionner. Totalement d'accord. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, les infrastructures doivent être mises en place. Ces infrastructures mises en place, la population étant informée, on met en place une réglementation. Cette réglementation va permettre de pouvoir interpeller lorsque quelqu'un est en infraction. Vous comprenez, non? Donc, ce que je dis, c'est que l'État doit d'abord définir son modèle de gestion, mettre en place les infrastructures, informer la population. L'information, c'est la sensibilisation. Bien évidemment. Et on peut s'appuyer sur différentes couches sociales pour l'information. Donc, notamment les associations, la chefferie traditionnelle, les comités de développement des quartiers, les comités de villageois de développement, etc. Tout ce qui encadre le maillon administratif. Donc, pour pouvoir donner l'information à la population. Et on met en place une réglementation. Et cette réglementation aussi passe par la communication sur les dispositions qui sont prévues en cas de tel. OK? Et lorsque c'est fait ainsi, qu'est-ce qui se passe par la suite? Les gens commencent par respecter les procédures. Voilà, les gens commencent par respecter les procédures. Maintenant, la population a l'obligation de suivre le dispositif qui a été mis en place par l'État. Et quand la population ne suit pas ce dispositif-là, la sanction, ça tombe. Voilà. Et c'est pour ça que c'est l'État qui est véritablement le premier responsable de la gestion de ça et l'application, la rigueur dans l'application des dispositions réglementaires. Ça, c'est fondamental. Quand il n'y a pas ça, la population souffre qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut. Voilà. Mais quand même, moi je me suis toujours posé une question. Par exemple, il y a des gens qui s'occupent du ramassage des ordures, autant pour moi. Et ce sont des privés. Et il y a des dépotoirs, de grands dépotoirs qui sont là. Et ils ramassent les ordures et ils vont les déposer dans ces grands dépotoirs-là. Alors dites-moi, est-ce que certains de ces dépotoirs ne sont pas agrémentés par l'État? Si une décharge est habilitée à recevoir les ordures, il y a forcément une entreprise qui est habilitée à enlever ces ordures-là pour les envoyer à l'endroit indiqué. Donc il y a des décharges autorisées sur le territoire de Grand Lomé par exemple. Il y a les zones qui ont été délimitées pour accueillir les déchets et il y a des sociétés qui sont agréées parce que c'est sur des appels d'offres qui sont retenus et qui sont agréés pour collecter ces déchets au niveau de cette décharge-là pour envoyer à la décharge finale, donc qui est le centre d'enfouissement technique. Donc sachez que si la décharge est encadrée et surtout sur cette décharge-là, vous allez voir, il y a des agents qui sont mis à la disposition au niveau des décharges pour pouvoir coordonner le dépotage, etc. et les informations à la mairie au cas où les choses ne marchent pas bien, tout ça. Donc tout est mis en place.
C'est vrai que ces décharges ne sont pas encore aménagées aux normes, n'est-ce pas, aux normes de la décharge intermédiaire. On espère que ça viendra. Ça viendra, mais quand même, ce sont des décharges connues officiellement, réglementées, donc qui sont habilitées à recevoir les déchets. D'accord. Alors, Olam, dis-moi, des fois, chez nous, à la maison, nous avons l'habitude de creuser des trous. Par exemple, on se dit, en tout début d'émission, M. Bema l'avait dit, on ne veut pas aller jeter les ordures parce qu'on n'a pas peut-être les moyens d'appeler ceux qui sont réglementés pour venir faire ça et tout. Et ensuite, on décide de creuser des trous dans les maisons, dans nos maisons, à côté de nos maisons, et d'enterrer ces ordures-là. Alors, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur nous? Non, mais déjà, c'est que dans nos maisons, ça pollue déjà nos puits. Le fait de mettre les ordures à terre, enfin en terre, dès que tu les mets en terre et qu'il pleut, tout ce qui va avec, ça va polluer la nappe, c'est la nappe phréatique, un truc qu'on dit. C'est ça, non? Voilà, voilà. Donc ça va polluer tout ça. Et ton puits, enfin l'eau qui sort de ton puits ou l'eau... Voilà, ça sera contaminé. Ça sera contaminé. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, tout passe par, déjà par la sensibilisation, par l'éducation, mais c'est que notre population doit commencer par prendre conscience de tout ce qui peut nous arriver négativement lorsque on choisit, par exemple, d'enterrer nos ordures, de les jeter au dehors, peut-être qu'au dehors il y a eu une pluie, il y a l'eau qui s'est entassée, tu te dis bon d'accord, je vais essayer d'arranger un peu la route, tu sors les ordures, tu vas les jeter là. Ça c'est le moustique. Déjà ça, quand ça commence par se détériorer, il y a une odeur qui sort, tu ne peux pas supporter. Voilà, ça t'empêche de bien respirer. Du coup, c'est pour avoir des problèmes respiratoires par la suite. Exactement. Et donc, c'est important qu'on puisse, on va jamais le dire assez. C'est important la sensibilisation. Et donc, pour mettre un point final à ce débat, dites-nous, Monsieur Olam. Olam, et ensuite on va y aller avec Monsieur Bema. Alors dis-nous, quel mot as-tu à l'endroit de la population et aux autorités? Je vais déjà commencer par les autorités, vu que Monsieur Bema disait tout à l'heure que c'est eux les premiers responsables, oui. Bon, moi on m'a toujours dit, enfin à la maison, on nous a toujours souligné, enfin qu'il y a eu cette petite peur là. Je pense qu'avant, il y avait une police municipale qui rentrait dans les maisons, ça s'appelait les Tangassi ou un truc comme ça. C'est que ça rentre dans les maisons et ça veut voir si vous respectez les normes environnementales. Il y avait les gens des services d'hygiène aussi. Exact. En fait, c'est ça en fait. C'est que pour voir là où vous jetez les ordures, s'il n'y a pas l'épuisage, s'il n'y a pas. Enfin, en tout cas, si tout se passe bien dans votre maison. Je ne sais pas si ça peut revenir, je ne sais pas comment ça va revenir. On espère, on va lutter pour. Mais il faut quand même mettre en place toute une stratégie, tout un programme au niveau des communes, des mairies, pour mieux gérer tout ça, pour mieux sensibiliser la population. Et secondo, je viens au niveau de la population dans nos maisons, je nous demande d'adopter des gestes qui sauvent. Voilà, parce que ça pourra nous permettre de mieux vivre, de vivre longtemps, d'aller moins dans les hôpitaux pour aller nous faire soigner, parce qu'on serait moins malade. Voilà. Et aussi, en dernière position, de participer au programme de recyclage. Oui, c'est important, c'est très important. Non seulement c'est important, moi je trouve ça... C'est vital. Oui, mais moi je dirais que c'est intéressant, c'est passionnant de savoir par exemple que d'accord, je bois tout un carton ou je sais pas, ou 12 cartons d'eau par mois, qu'avec tous ces 12 bouteilles fois 24, hein, enfin c'est voilà 12 cartons fois 24, voilà. Donc si je peux participer au recyclage, c'est que j'envoie ça dans l'ONG de M. Bema et que demain on me dit on a offert 12 tables pour
les élèves de tel collège ou de telle école. Moi je dis ah ouais, j'y ai participé. Tu as fait quelque chose. Je suis content. Voilà. Donc je sais pas comment est-ce qu'on va le faire, mais je sais que ça viendra. Mais il faut que ça vienne tout de suite, quoi. Il faut que ça vienne tout de suite. Alors, c'est justement pour ça qu'on initie ce genre d'émission, afin que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Ouais. Merci en tout cas pour ce geste. Ouais. Merci à toi, Léonce, pour l'invitation. Et merci aux collègues pour ces conseils qu'ils viennent de donner à la population. Moi, je voudrais d'abord saluer et remercier l'ANVT qui a pu aujourd'hui véritablement les mairies à pouvoir nettoyer les dépotoirs sauvages dans leurs différentes communes. En fournissant la main d'œuvre. Bien sûr, en fournissant de la main d'œuvre aux maires chaque 6 mois et chaque année pour 6 mois pour pouvoir faire des activités d'engagement communautaire au sein de leur commune et de pouvoir vraiment donner quand même un cadre de vie plus acceptable. Mais malheureusement, ce qui est remarquable, c'est que chaque année, on vient détruire les mêmes dépotoirs. Chaque année, on vient détruire les mêmes dépotoirs parce qu'on les détruit cette année et l'année prochaine, elles sont recréées et on les détruit. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on voit qu'il y a une efficacité de gestion au niveau des communes. Et moi, l'interpellation que je voudrais faire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la décentralisation. Et le territoire est segmenté en différents territoires, confiés à des communes. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore des ressources très autonomes sur la gestion, pour la gestion de leur territoire. Mais je pense que le premier défi d'une commune, c'est l'assainissement de son territoire. Et donc, je serais plus intéressé de voir comment les communes orientent un peu plus les budgets, c'est-à-dire prendre au moins une bonne partie de leur budget pour mettre sur des questions d'assainissement. Je me rappelle le discours de l'ancien ministre Payadoua Kwesi de la décentralisation des collectivités locales, lors de la décentralisation, qui disait aux communes, aux maires, que pour ce premier mandat, le maire qui aura réussi, c'est celui-là qui aura un environnement sain au sein de son territoire, qui aura mieux géré les déchets sur son territoire. Ça, c'est motivant. Oui, et aujourd'hui, ce qu'on constate, ce n'est pas véritablement ça. Donc, il y a plus de priorité sur d'autres secteurs que le secteur de la gestion des déchets, alors qu'on n'a pas assez de ressources pour pouvoir aborder tous les secteurs d'activité. Donc, moi, je souhaiterais que le budget qui est alloué au secteur assainissement, gestion des déchets, soit beaucoup plus conséquent au niveau des collectivités, au niveau des communes, pour que le travail puisse être mieux fait. Maintenant, à l'endroit de la population, c'est de participer, parce que aucune commune ne peut gérer à elle seule tous les déchets produits par la population de cette commune-là, avec ses propres ressources. Oui, ça va être très difficile. Ça va être difficile. La population doit contribuer. Et pour contribuer, il faut s'abonner au service d'enlèvement des ordures. Et quand on s'abonne, il faut payer le service. Parce que les structures qui viennent collecter les déchets ne sont pas des structures étatiques. Ce sont des structures privées qui contractent avec la mairie pour venir collecter les déchets. Et ce sont des structures qui mettent en place des moyens pour le faire. Donc si vous ne mettez pas les moyens, et vous ne payez pas ou vous ne contribuez pas, la structure sera essoufflée et ne pourra plus collecter les déchets ou ne pourra plus couvrir toute la zone. Et vous, les quelques personnes qui sont abonnées, vont être impactées par les autres qui ne sont pas abonnés, parce qu'eux, ils vont créer forcément les dépotoirs sauvages. Et ces dépotoirs sauvages n'ont pas seulement les conséquences pour eux seuls, c'est pour tous les riverains. Donc, ce qui fait que il faut que la population fasse l'effort de s'abonner au service d'enlèvement des ordures. On doit se sensibiliser entre nous aussi. On doit se sensibiliser entre nous aussi pour pouvoir gérer. Mais
S'ils ne s'abonnent pas, il faut que l'État agisse. Parce qu'il y a la réglementation. Oui. Il y a des amendes qui sont prévues dans les réglementations qui sont disponibles. Mais que ces amendes ne soient pas appliquées, ce n'est pas normal. Il faut que l'État arrive à mettre en application cette réglementation-là de façon rigoureuse, de sorte à ce que celui qui refuse, s'il y a un dispositif qui est mis en place dans une commune et quelqu'un refuse, que la commune puisse agir à travers cette réglementation. Voilà. Toute personne qui ne respectera pas des normes par rapport aux dépotoirs sauvages soit amendée et que ces sanctions soient bien prises. Absolument. Merci beaucoup à vous. Nous allons souffler, on a beaucoup parlé, hein, on a dit des choses intéressantes, on a sensibilisé. Bon, on se retrouve tout à l'heure, juste après cette petite vidéo. Merci là-bas. Aïe, dansez-moi ça. Tu es mon bonbon et mon chocolat. Darling, when I see you, I can feel alright. Ujibenye kuo miazo America. Dame dans ma main et c'est pour la life. Tu es mon bonbon et mon chocolat. Darling, when I see you, I can feel alright. Ujibenye kuo miazo America. Et c'est pour la life. Je t'ai petit m'a charmé. Avec le temps je t'ai aimé. Avec toi je traversais vos et marées. Mais c'est pour finir aujourd'hui à toi marié. Hey. Tous les jours hey. La famille dit que moi j'ai changé. Tous les jours hey. Tu es là et ensemble on avance. J'ai mon bonbon et mon chocolat. Darling, when I see you, I can feel alright. Ujibenye kuo miazo America. Dame dans ma main et c'est pour la life. Toutes les portes, on n'aura qu'à s'éloigner, oui, on n'aura qu'à s'évader, on n'aura qu'à s'éloigner, oui, on n'aura qu'à s'évader. Tous les jours, hey, la famille dit que moi j'ai changé. Tous les jours, hey, même tout le quartier a confirmé. J'ai mon bonbon et mon chocolat. Darling, when I see you, I can feel alright. Ujibenye kuo miazo America. Dame dans ma main et c'est pour la life. J'ai mon bonbon et mon chocolat. Darling, when I see you, I can feel alright. Ujibenye kuo miazo America. Dame dans ma main et c'est pour la life. Alors, c'était la Sitara Claudie dans sa vidéo Chocolat. J'espère que vous en avez bien régalé. Vous êtes plutôt bien régalé avec cette belle vidéo. On revient sur ce plateau pour continuer nos discussions. Alors, il y a quelques jours, il y a une actualité qui fait tabac, qui fait du buzz, comme on le dit, sur tous nos réseaux sociaux. On a décidé d'en parler aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire Balthazar. J'aimerais, chers téléspectateurs, suivez-moi bien.
Parce que nos deux invités, là, ils vont se prêter au jeu, ils vont nous parler, ils vont nous dire ce qu'ils pensent de l'affaire Balthazar. Je commence par qui? Je commence par Pourquoi moi? Non, c'est entre nous. D'accord. En toute franchise, j'ai pas vraiment suivi toute l'affaire. Mais je sais quand même... Bon, les grandes lignes, au moins. Oui, ça au moins, je connais au moins les grandes lignes, je connais au moins la base de ce qui s'est passé. Bon, je sais pas ce que tu veux que je te dise, mais je ne pense pas que ça soit un truc qui ne se passe pas. C'est un truc, malheureusement, qui se passe matin, midi, soir, voilà. dans tous les pays. Disons peut-être que lui, il a juste servi de cobaye. Servi de cobaye, oui, ou il a juste eu la malchance d'être exposé au grand public. Voilà. Est-ce que je devais dire malchance, mais je sais pas, mais voilà. C'est de la malchance. Soyons honnêtes, il ne faut pas que quelqu'un te dise non, c'est quoi ça? Non, c'est des trucs qui arrivent. On est dans un monde où on te dit que, c'est qu'il y a des trucs qui arrivent. Il faut que tu vives ça, ou il faut qu'on te le dise avec des preuves pour que tu saches que waouh, ça aussi, ça existe vraiment. Voilà, parce qu'il y a des trucs inimaginables qui existent, qui arrivent. Donc, il y a ce genre de situation, la plupart du temps, c'est dans les films, dans les séries qu'on les suit, mais on se dit... Moi, je me suis toujours dit que tout ce qu'un écrivain, tout ce qu'un scénariste écrit, il y a une part de petite vérité, une part de quelque chose qui s'est déjà... ça part toujours d'une vérité. Bon, pour avoir été un peu dans le monde du cinéma ou un truc, c'est que ça part toujours d'une réalité, d'une vérité pour rentrer dans la fiction. Oui. C'est que le monsieur qui écrit son scénario, son livre, pas forcément d'une idée ou d'un truc vécu par lui-même ou par son entourage. Après, ça rentre dans la fiction parce qu'on se dit, ah, mais si ça passait par là ou si ça arrivait, si ça rentrait dans tel univers, voilà. Malheureusement, comme tu dis, c'est là où tu te rends compte que mais, ça peut arriver, que ça existe. C'est un peu comme, ça c'est un exemple où je sens un peu du lot, c'est que on se dit aujourd'hui que les Simpsons, quand tu vois les dessins animés, que 20 ans après, 30 ans après, voilà, ils disent quelque chose et après ça se passe. Que ça se passe, un peu comme l'histoire de Donald Trump, tel. Mais je pense que personne ne peut prévenir à 100% l'avenir. Mais des fois, ça arrive, tu te dis, mais lui c'était un génie, non, enfin il était juste dans le bon mood. Il était avant-gardiste. C'est tout, pour écrire le bon scénario, c'est tout. Alors, Monsieur Bema, l'affaire Balthazar, moi la question que j'ai à poser, il y a des gens qui s'acharnent sur Monsieur Balthazar. Est-ce que selon vous, on doit s'acharner sur lui, sur le fait d'avoir fait des sextapes entre guillemets comme on le dit, ou on doit plutôt, entre les femmes et Monsieur Balthazar, selon vous, qui est en tort? C'est une question piège. J'aime les questions pièges. Non, je pense que d'abord, cette situation, il faut d'abord mettre aussi le cœur, pour mettre un peu du sentiment, pour d'abord avoir une certaine compassion pour surtout la femme, du monsieur et les enfants, parce que c'est une histoire, je pense, qui va jouer beaucoup. Parce qu'au début, les gens l'ont oublié, c'est après qu'ils se sont rendus compte que, il a une femme. Oui, bien sûr. Et des enfants. C'est une histoire qui va jouer beaucoup sur les enfants. Surtout. Surtout, de toute leur vie. Et c'est un truc psychologique. Oui. Et je pense qu'il va falloir vraiment accompagner ces enfants-là sur ce plan-là. Et mettre vraiment des psychologues derrière eux pour pouvoir les accompagner, vraiment pour se réaliser. Parce que les enfants sont encore tout petits. Oui. Et c'est le monde entier qui est au courant de cette histoire. Et c'est vraiment difficile de pouvoir porter ça quand on fait partie de cette famille. Oui. Voilà. Et la seconde chose, c'est les femmes qui sont impliquées, parce que c'est beaucoup de foyers qui sont brisés aujourd'hui. Paraît-il que la plupart des femmes, c'est des femmes mariées. Oui, c'est beaucoup de familles qui sont brisées, qui vont forcément être brisées. Et moi, je me dirais que à l'étape actuelle,
toutes les femmes qui sont impliquées, qui ont été vues officiellement sur ces vidéos doivent être protégées vraiment par leur famille. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent aller à l'extrême, voilà, qui peuvent chercher à se faire du mal parce qu'elles ne peuvent pas supporter la pression. Voilà, la pression. Je pense que c'est plutôt la famille qui est la première, c'est plutôt la famille qui se met premièrement à juger. Bien sûr, malheureusement parce que c'est une question d'éthique et c'est une question d'éducation, c'est une question morale qui est derrière, sachant que nous tous, nous sommes des êtres faillibles et que personne n'est épargné, peut ne pas être épargné de cette situation. Et nul n'est parfait. Et nul n'est parfait dans la vie. Mais vous savez, le poids social est très important. Lorsque aujourd'hui une situation comme ça, parce que c'est le monde entier qui est informé, et ce n'est pas un sujet, voilà, à Singapour, au Vietnam, aux États-Unis, partout. Ça en parle. Et c'est pas assez simple comme ça de pouvoir apercevoir que ton image, ton intégrité, ta fierté qui te fait soit diffusée comme ça à l'endroit du monde. Et je ne sais pas, si ces gens-là ne sont pas suffisamment accompagnés, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Donc, ça, c'est les premiers mots de compassion que moi, je voudrais d'abord afficher. Maintenant, où se trouve la responsabilité? La responsabilité, aujourd'hui, je pense que il faut dire, moi, je ne sais pas pour quelle raison. Je pense que moi, personnellement, la première personne que moi j'accuse, c'est la personne qui a eu à partager ces vidéos. Parce que je me dis, c'est inhumain, puisque tu te dis, genre, avant de faire ce genre de choses, est-ce qu'il s'est posé la question? Est-ce qu'il s'est demandé s'il se retrouvait à la place de cette personne-là? Oui, mais la personne qui a posté les vidéos voudrait aussi mettre en nuit celui-là qui a posé cet acte-là. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire qui ont été touchées par ça. Les ministres, les présidents, les personnalités publiques, etc., qui font partie. Et la personne même qui a diffusé cette information, certainement que une de ses intimes serait partie de cette situation. Voilà. Et en plus, nous sommes dans un monde où chacun cherche à écraser son prochain pour être Exactement. Et actuellement, et lui, il était pressenti sur le plan politique et les moyens qu'il dispose lui permettaient de pouvoir mieux se positionner sur ce plan politique-là. Ok, je comprends. Et c'est un jeu de pouvoir. Voilà, c'est un jeu de pouvoir. Donc les gens cherchent à exploiter des situations de faiblesse de quelqu'un pour pouvoir le déstabiliser, pour le détruire. Donc c'est ce qui a été fait. Maintenant, c'est pour ça que je dis la responsabilité. Aujourd'hui, et cette responsabilité, pour moi, elle n'est pas forcément partagée. Parce que je me dis que le monsieur, quel est l'intérêt pour lui de se filmer ses débats sexuels? Voilà. Quel est cet intérêt? Peut-être que c'est ça qui... quel est cet intérêt? Quel est cet intérêt? Les femmes, elles sont emportées par peut-être le bien matériel. Voilà, elles sont emportées, elles ont dû céder du fait de la proposition. Voilà. Peut-être même sous la pression. Pas forcément sous la pression, parce que quand tu vois... quand je dis la pression, c'est que... Comme je disais, moi, je n'ai pas forcément vu les vidéos, donc je comprends. Certaines femmes étaient très bien consentantes. La plupart étaient consentantes. Elles ont pris même parfois le portable pour regarder encore la vidéo. Voilà. Donc, tu rends compte que en fait, elles l'ont fait certainement parce que la proposition que le monsieur a faite était alléchante, et elles ont cédé. Mais l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, nous sommes en Afrique. Bien sûr. Et il faut penser aux forces mystiques. Exactement. Qui sont depuis la personne n'en parle. Voilà, il faut penser aux forces mystiques qui sont des forces importantes. Et ce monsieur
du fait de ses capacités financières, peut chercher une force mystique très voilà, très qui forte va agir sur ces femmes pour oui. endormir les femmes qui sont conscientes, évidemment, mais qui ne sont pas conscientes. Elles sont conscientes, mais elles ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, je pense qu'il faut également explorer ces voies-là. Il faut voir ça sur tous les sphères, tous les angles, oui. pour se dire que bon, ce qui est fait n'est pas aussi naturel que ça. Et s'imaginer vraiment cette circonstance-là. Malheureusement, c'est fait, mais c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est fait. Voilà. Alors donc, comme je le disais tantôt, ça m'a rappelé quelque chose quand vous aviez parlé de coups bas entre bon. C'est les jeux de pouvoir. Voilà, les jeux de pouvoir. Mais ces genres de trucs, d'habitude, habituellement, moi, c'est dans les séries que je les vois avec les Américains. Surtout avec les Américains où un candidat va déterrer le passé de l'autre candidat juste pour pouvoir le déstabiliser. Et donc, c'est réel. Je me dis, bon, où va ce monde? Et surtout avec les réseaux sociaux maintenant. En tout cas, j'espère qu'avec cette histoire, on va un peu se ressaisir et se poser des questions et se demander si certaines choses valent la peine qu'on les fasse. Malheureusement, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, dans le jeu politique, moi j'ai pas fait la politique, je ne sais pas, mais je sais quand même que ce sont des adversaires. Et quand vous êtes des adversaires, chacun cherche les points de faiblesse. Voilà, chacun cherche les points de faiblesse. Et il y a certains qui ont cru même s'il y en a pas ça. Bien sûr. Non, mais en fait, c'est qu'il y en a toujours. Il y en a toujours. Soit c'est la femme, soit c'est l'alcool, bien sûr, soit c'est honte, ou c'est parce que tu brûles le feu. Par exemple, de petites histoires qu'ils embellissent, même si c'est pas si grave que ça, ils ajoutent des choses pour tout est une histoire de communication. C'est important. C'est pour ça que lorsque vous avez l'ambition de faire la politique, il faut quand même faire le nécessaire pour ne pas laisser assez de traces négatives sur ton chemin. On ne peut pas dire que vous pouvez être clean 100%, mais il faut faire quand même le raisonnable. Voilà, le raisonnable pour que demain les choses que vous faites ne puissent pas se retourner contre vous. Et il faut rester prudent, il faut rester sérieux, etc. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour de la question et j'espère que tout le monde prendra ses responsabilités dans cette affaire Balthazar. Ouais. Alors, monsieur Béman, on va rapidement revenir à votre structure Green Industry Plast. On va brièvement en parler. Ouais, dites-moi. 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 Pourquoi est-ce que vous avez créé Green Industry Plast? Oui, bon, il faut dire que Green Industry Plast est né à la suite des activités de l'ONG. Parce que j'ai commencé l'ONG en 2011 quand j'étais encore à l'université. Et j'ai été choqué par une situation d'insalubrité, comme vous l'avez dit, les dépotoirs sauvages. D'insalubrité au sein de l'université, où il y avait les dépotoirs sauvages dans chaque département. Et moi, j'ai été choqué par cette situation quand je suis rentré à l'université et j'ai décidé d'agir. Quand j'ai décidé d'agir, j'ai regroupé des amis, les collègues de la faculté des sciences et j'ai décidé de créer une association qui va pouvoir mener des activités pour pouvoir les impacter et pour pouvoir nettoyer les dépotoirs et puis sensibiliser la population. Et par la suite, on a été confronté à des problèmes financiers, comment mobiliser les ressources financières pour pouvoir réaliser les activités. Et suite à la recherche de solutions pour pouvoir lever cette question financière afin de pouvoir évoluer, j'ai découvert le recyclage du plastique et je n'avais pas des moyens pour commencer le recyclage tout de suite. Donc j'ai décidé d'abord de faire de la collecte de ces plastiques-là et les revendre à l'état brut à des sociétés du Ghana. Et c'est comme ça que je faisais avec beaucoup de difficultés parce que chaque étape avait des défis. Donc avec les défis que j'affrontais, j'essayais de voir quelles sont les solutions qu'il faut envisager pour relever ces défis-là. Donc et au fur et à mesure, en 2016, lorsque j'ai constaté que l'association avait beaucoup de difficultés parce que de 2011 jusqu'en 2017, on n'avait pas mobilisé un seul rond. 6 ans? Oui, on n'avait pas mobilisé un seul rond quelque part pour pouvoir nous appuyer dans ce que nous faisons. Donc,
je me suis dit qu'en créant une entreprise et en cherchant à investir, peut-être que les banques vont nous faire confiance. Et donc c'est comme ça que j'ai mis en place la société Green Industry Plus Togo, qui devrait transformer les quantités de déchets que l'association collectait pour envoyer à Accra. Et là aussi, j'étais rentré dans un autre défi. Il faut trouver de l'argent pour construire, pour acquérir les machines, pour installer, pour démarrer. Donc, la première machine que j'ai acquise à travers le financement du Fayège était de 3 500 000. La machine m'a coûté 3 millions. Bon, ça, on ne va pas le dire aux téléspectateurs. On va pas le dire aux téléspectateurs. Mais il faut le dire parce que c'est aussi un passage important. Donc, c'est aussi un passage important pour que les jeunes comprennent que parfois, vous pouvez monter le chemin n'est pas si facile. Voilà, le chemin n'est pas si facile. Vous pouvez monter un projet et après, vous avez le quart de ce que vous recherchez sur le coût global du projet. Donc, j'ai eu 3 millions 500, n'est-ce pas? J'ai eu 3 500 000. Mais c'est beau. Et j'ai acheté la machine 3 millions, j'ai déposé sur un espace non construit. Et j'ai dormi là-bas 2 ans pour protéger la machine, pour sécuriser. C'est pour ça que c'était important de le dire. Ah, d'accord. Okay. Maintenant, je comprends. Vous comprenez? Je comprends maintenant l'importance de... Donc, j'ai dormi 2 ans pour sécuriser la machine sur l'espace que j'ai trouvé que je devais aménager, que je n'ai pas d'argent pour aménager. Autrement, les propriétaires seraient venus chercher ça. Voilà, autrement les propriétaires seront venus chercher ça. Et surtout que c'était à côté du Ghana, donc on pouvait facilement... Là, c'est beaucoup de propriétaires. Voilà. Donc, et je remboursais le crédit pendant les 2 ans. Donc, je continuais par vendre à l'état brut, dormir à Accra pendant 2 jours, 3 jours sans me toucher, et puis revenir pour payer le crédit pendant 2 ans avant d'avoir finalement la chance de mobiliser une subvention auprès du PNUD donc pour démarrer la machine. Donc l'histoire de GIP, c'est ça. Et quand nous avons démarré, les gens ont compris que c'était une innovation parce que c'était une première au Togo. Et la communication a commencé. C'est comme ça que nous avons commencé par gagner les prix. Et après, nous avons eu la chance d'avoir la confiance de quelques banques qui ont commencé par nous faire des appuis. Et aujourd'hui, nous avons une structure qui a au moins 80 emplois. Oh, intéressant. En plus, tu as créé des emplois. Ah, bien sûr. C'est bien. Les emplois indirects sont plus importants parce que nous avons plus de 20 000 personnes qui trient les déchets, qui viennent nous revendre. Voilà. On espère vivement que ça va prospérer, que ça va aller de gloire en gloire. Inch'Allah. Et justement, nous allons suivre quelques images de l'association STAD et de l'ONG STAD. Et de Green Industry Plus Togo. Et de Green Industry Plus Togo qu'on se retrouve derrière. J'espère que vous avez eu une petite idée sur comment est-ce que la start-up Green Industry Plus Togo fonctionne. On va finir de parler de ça avec Monsieur Bema, et après on va s'intéresser aux activités de OLAM aussi. Alors Monsieur Bema, un dernier mot? Bien, dernier mot, c'est d'abord remercier Green TV International pour l'invitation.
pour l'invitation pour parler de ce sujet très important, ce qui est un sujet de santé publique. Je dis, quand vous parlez aux déchets, pensez à la santé publique. Exactement. Ça, c'est le premier élément de déchets. Ça. Après, il y a l'environnement, il y a le cadre de vie, etc. Voilà. Donc, je voudrais remercier aussi les communes pour leurs efforts, mais en même temps les inviter à faire plus d'efforts et à consacrer un peu plus de budget, au moins ça c'est important parce que vous l'avez redit plusieurs fois. C'est très important. C'est très important parce qu'il faut consacrer au moins le tiers de votre budget communal sur les questions d'assainissement et de gestion des déchets. C'est très important parce que moi je travaille avec les communes et je sais il y a certaines communes même qui n'ont même pas plus de 2 millions comme budget pour les questions d'assainissement. C'est dommage. Pour l'année. C'est très dommage. Donc il faut qu'ils consacrent un peu plus de budget pour ce volet-là, qui est un volet fondamental. Et nous sommes là pour les accompagner à mieux structurer la filière et à mieux les organiser et même attirer la majeure partie pour la valorisation et créer des emplois pour leur population. Exactement. Et donc inviter la population aussi à faire preuve. À faire le nécessaire. À faire preuve de responsabilité. Voilà. Et à comprendre que les déchets que vous créez peuvent vous créer un problème de santé. Et pour vous et pour votre famille. Et surtout pour l'environnement. Et surtout pour l'environnement. Et ce que vous refusez de dépenser aujourd'hui, parce que vous devez payer peut-être 2000 francs, 3000 à un opérateur de collecte des déchets. Pour éviter de dépenser plus de 300 000 après. Vous allez dépenser 10 000, 10 000, 20 000, 50 000 francs pour les produits à l'hôpital, pour vous-même et pour vos enfants. Donc c'est important de prendre en charge les déchets convenablement pour éviter ces problèmes de santé. Alors justement, vous allez parler de questions d'accompagnement. Si il y a des gens qui suivent par exemple cette émission, ils veulent vous contacter pour vos services, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Comment vous contacter? Oui, je vais donner le numéro de la société pour qu'ils puissent... un peu rapidement. Oui, un instant. Il est où? Alors en attendant, je vais m'intéresser à Olam. Alors dis-moi, tu accompagnes beaucoup de sociétés en marketing et communication, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu es également où tu étais. Tu n'as pas voulu en parler. Moi, j'aimerais qu'on en parle parce que ça me tient à cœur. J'aime la culture, j'aime tout ce qui est culturel. Et donc, dis-moi, Africa Culture, est-ce que c'est fini ou ça va reprendre? Africa Culture, c'est... Bon, Africa Culture normalement, et ou Africa Culture. Beaucoup d'artistes. Il s'agit d'un label de musique, comme on dit, qui est dans la détection de talents. C'est-à-dire, on va déjà détecter les jeunes talents. Après, on les accompagne à travers des formations en management, en gestion de carrière, tout ce qui va avec. Parce que être artiste aussi, c'est une entreprise. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on détecte ces talents, ça m'arrive de les récupérer, de les manager moi-même ou de les envoyer ailleurs. Il y a un ami qui me dit j'ai envie de produire un artiste, je me dis d'accord, je peux te suggérer tel artiste là, ok voilà, et ça a marché pour des artistes. Maintenant, est-ce que c'est fini? Non. Parce que là, on existe depuis 2009 avec... parce que j'ai remarqué une petite pause, donc en fait, je pense il faut les pauses. Parce qu'à un moment, les pauses s'imposent. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai d'autres activités. Je suis consultant en marketing communication pour des entreprises. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et à un moment, il faut se concentrer. Vous savez, chers téléspectateurs, si vous savez ce que j'ai fait pour le convaincre de pouvoir venir ici, vous ne pouvez pas savoir. Donc, Léonce, non, c'est pas fini. Mais actuellement, en fait, je pense qu'arriver à un moment, il faut élever le niveau. Moi, aujourd'hui, ou depuis toujours, moi, mes artistes, chez nous, on dit je les vends aux entreprises. J'ai eu la chance de rencontrer M. Benoît il y a un mois ou deux.
On était sur un projet de éco-festival. Oui. Et c'est la deuxième fois qu'on m'invite pour un projet éco-environnement. Ça va venir. Mais là, je pense que c'est l'environnement qui me fait les yeux. Les yeux doux. Donc, même quand on s'est rencontrés, je lui ai parlé de nos projets avec les artistes parce qu'on peut mettre en place un projet où les artistes vont sensibiliser leur population, leur communauté dans les chansons sur les gestes qui sauvent. Donc, oui, c'est ça aujourd'hui. Enfin, c'est aussi ça être artiste. Un artiste, c'est être engagé auprès de sa population, aller. Il n'y a pas que les scènes qui font vivre les artistes. Les artistes peuvent aller vers les entreprises, collaborer avec les entreprises. Mais il faut déjà savoir ce que les entreprises recherchent avant d'être égérie ou ambassadeur. Donc c'est sur ce flanc que moi je travaille beaucoup plus avec les artistes. Donc non, c'est pas fini. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis plus vraiment au devant de choses en me positionnant ou en montrant des artistes, mais je suis beaucoup plus en off et je consulte beaucoup. Donc il y a les artistes qui viennent, qui te disent ok d'accord, j'ai pas forcément un grand manager derrière moi, mais j'ai telle personne avec qui je travaille, d'ici 5 ans j'ai envie d'être ici. Donc je dis d'accord, viens, il faut qu'on travaille sur ton image, il faut qu'on travaille sur tes sons, tes clips, il faut qu'on les améliore, on peut voir telle entreprise pour que l'entreprise fasse un placement de produit, voilà. Donc je leur trouve des solutions. C'est beaucoup plus ce que je fais aujourd'hui et j'avoue que c'est beaucoup plus intéressant. Oui, beaucoup plus créatif. On dit Dieu merci. C'est mieux. Alors, en tout cas. Monsieur Bema, si vous voulez une égérie, un artiste. Non, mais ce qui est sûr, on va travailler avec les structures de monsieur Bema. Ça c'est sûr. Parce qu'avec mon association Parlons pour nous, aujourd'hui, on rentre dans les villes. Il y a 3 voire 6 mois, on était à Palimé avec le projet Palimé ma ville. Dans un premier temps, on demande aux jeunes artistes de vanter les mérites de Palimé. Donc si on va à Nera, on demande aux jeunes de Nera, de ses environs, de vanter les mérites de Nera. Quelque part, c'est pour mettre dans leur esprit cet esprit de valoriser son origine et tout. Exactement. Et de montrer que oui, je suis fier d'être Togolais. Parce que ça passe par là, le patriotisme. Voilà. Et derrière, maintenant, c'est demander à ces artistes de sensibiliser ceux qui les écoutent. Parce qu'on va pas tout le temps venir chanter que du vulgaire. Non, il faut que derrière aussi, on sensibilise. Il faut que derrière, on éduque. Voilà, on peut ça aussi la musique. Sinon, c'est surtout ça la musique. Absolument. Voilà. Donc, ce qui est sûr, on va travailler avec monsieur Bema. Très très bientôt d'ailleurs. Alors, on va revenir à vous, monsieur Bema, vos contacts. Oui, les contacts, vous pouvez nous contacter sur le 90 51 42 65. 42 65. Voilà, ça c'est le numéro de notre secrétariat. Et donc, si vous voulez aussi nous trouver en ligne, il faut juste taper GIP Togo dans Google ou ONG Stade dans Google et puis vous aurez toutes les informations. D'accord, comme vous m'avez demandé de faire. Exactement. Alors donc je rappelle le numéro pour contacter le secrétariat de Green Industry Place et également l'association, l'ONG Stade. Pourquoi je dis tout le temps l'association? L'ONG Stade, voilà. Il faut appeler le 90 51 42 65 ou encore vous pouvez aller sur, en attendant de les appeler, vous pouvez aller sur Google ou sur, bon voilà, sur les réseaux sociaux. Vous tapez GIP Togo et vous aurez toutes les informations. Absolument. Alors, Olam, dis-moi, quelqu'un qui veut travailler avec toi, comment est-ce qu'il fait pour te contacter? Là, au moins. En fait, comme elle disait, j'évite beaucoup les médias. Je préfère être en off. Non, mais là, je vais carrément laisser soit je laisse le... Au moins un email? Non, mais je laisse le numéro carrément. Enfin, je laisse le numéro. C'est 99. 38. 37. 95. Ça, c'est le numéro de notre association, Pardon pour nous. D'accord. Qui est une association culturelle et où je suis le président derrière. Et c'est avec cette association on essaie aujourd'hui de rentrer beaucoup plus dans tout le Togo, d'aller dans les villes
et travailler avec les artistes. Voilà, donc les sociétés qui veulent travailler avec nous, que vous soyez à Kara, à Sokodé, à Nehor, dites-nous ce que vous voulez. On va tailler sur mesure une communication pour vous ayant rapport avec la culture. Exactement. Alors merci beaucoup à vous de vous être prêté au jeu, autant pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également les téléspectateurs. Merci de nous avoir tenus compagnie. On se retrouve une prochaine fois et restez câblés, surtout câblés sur la Green TV International. En attendant, je vous laisse en compagnie de cette belle vidéo. À toutes. Bye bye. E come non sei ansiosa poi madallon, sando madallon. Vamia se baialo, fazer vamia se baialo. Vamia se baialo, fazer vamia se baialo. Miziki, oh yeah, be miziki, oh yo, miziki, oh yo, miziki, oh yeah, be miziki, oh yo, miziki, oh yo. E come non sei ansiosa poi madallon, sando madallon. E come non sei ansiosa poi madallon.